En gros hacking, tu vas plus te concentrer sur l'entièreté du parcours client. Tu vas avoir, oui, j'ai fait tant de leads, mais clairement, combien d'argent a découlé de ça, en fait, de tes actions? C'est qu'en fait, il faut essayer d'avoir une culture de l'échec. Tu es là pour tirer un maximum d'apprentissage. Est-ce que, tout simplement, tu as pris ton téléphone pour appeler ton client ou tes potentielles audiences et comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec ta page? Le côté qualitatif est beaucoup plus important par moment que le côté quantité. Okay. C'est un peu comme un peu un chimiste ou un chercheur, quoi. À chaque fois, tu expérimentes, tu récoltes de la donnée, tu vois qu'est-ce qui s'est passé. Bonjour à tous, vous êtes bien sur les grosses keynotes propulsées par le Gros Event. Pour rappel, le Gros Event, c'est le premier salon en France qui vulgarise le gros pour le rendre accessible à tous, peu importe votre métier dans la tech. Les places sont 100% gratuites mais en quantité limitée, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant si ça vous intéresse. Growth Event. Let's grow together. Bonjour à tous, vous êtes sur les grosses keynotes propulsées par le Gros Event. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Marvin. Salut Yanis. Du coup, c'est cool. Aujourd'hui, on va pouvoir aborder plein de thématiques. Carrément. Je t'ai prévu peut-être le plus gros programme de tous ceux qu'on interview. Peut-être juste pour, au début, définir un peu les termes, etc. Pour ceux qui nous écouteraient et qui ne sont pas forcément hyper à l'aise avec le gros en général. Comment est-ce que toi, tu présenterais justement ce qu'on appelle le gros hacking à des personnes pas confirmées dedans? Ok, je l'expliquerai de la même manière par exemple que je l'expliquais à ma mère qui connaît rien du tout à ça. Typiquement, c'est le fait, en fait, c'est une approche un peu dérivée du marketing traditionnel. Okay. Simplement, le truc, c'est qu'on va aller travailler plus sur de l'analyse de données, sur de l'expérimentation rapide, dans le simple but en fait de faire croître ton entreprise le plus rapidement possible. D'où est-ce que ça vient à la base, le gros hacking? En gros, c'est Sean Ellis de base qui en a parlé pour la première fois dans un article de blog où il parlait justement de cette nouvelle tendance du marketing à justement être axé à fond sur la donnée, sur le client. Et derrière, il a écrit un livre avec Morgan Brand qui s'appelle Hacking Growth, qui est l'une des bibles du Growth. Ouais. Et voilà, c'est un ancien de chez Dropbox. Donc, en gros, fort de tous ses apprentissages, il a tout condensé dans un livre. Et du coup, voilà, c'est un peu le b.a.-ba quand tu commences dans le Growth à lire ce genre de bouquin. Tu vois, en France, c'est arrivé il y a quelques années. Les gens, d'un seul coup, j'ai l'impression, en ont beaucoup parlé il y a quelques années. Ouais. Est-ce que quand c'est arrivé, en tout cas que les gens en parlaient en France, c'était nouveau à l'époque ou ça existait déjà aux États-Unis? Alors, c'est vrai que depuis 4-5 ans, on en parle beaucoup plus qu'auparavant, mais moi je pense qu'il y avait déjà des prémices. Okay. Alors, à l'époque, moi j'étais encore étudiant, donc je connaissais un tout petit peu, mais je savais pas plus que ça ce que c'était, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, de fortes croissances comme des boîtes comme Spendesk, ce genre de choses, où des gens, justement, des personnalités qui ont mis la lumière sur le gros, comme Jérémy Goyot, par exemple. Et du coup, voilà, c'est là que en France, il y a des gens qui ont vraiment découvert qu'est-ce que c'était le gros, quoi, typiquement. Et si tu devais faire justement un peu la différence entre le gros hacking et le marketing traditionnel, qu'est-ce que tu dirais, quoi? En général, quand tu fais du marketing dit traditionnel, tu te concentres beaucoup sur la brand, donc la notoriété de marque, tu te concentres beaucoup sur l'acquisition de nouveaux clients. Là où, en fait, en gros hacking, tu vas plus te concentrer sur l'entièreté du coup du parcours client. Tu vas pas forcément te concentrer sur l'acquisition, mais aussi travailler sur le produit, faire en sorte d'avoir une meilleure compréhension du parcours que tes clients vont faire, par exemple, dans ton entreprise, pour avoir ton produit, ton service. Travailler sur la rétention client, comment faire pour que du coup tes clients restent et que tu continues d'utiliser ton produit ou ton service, travailler sur de la viralité, etc. Et en fait, c'est là où la différence se fait. Et également, voilà, cet esprit vraiment analyse de données, clairement. Typiquement, si je dois donner un exemple qu'on donnait en plus en cours chez Growstripe, c'est que quand tu lances des pubs en marketing traditionnel, tu n'as pas forcément cet aspect héroïque. Tu vas avoir, oui, j'ai fait tant de leads, mais clairement, combien d'argent
et à découler de ça, en fait, de tes actions. Bah, très généralement, en fait, dans le marketing, tu n'as pas forcément ces données-là. Alors qu'en gros, bah, on va vraiment s'intéresser aussi sur, comme je te dis, bah, qu'est-ce que ça ramène comme argent, toutes les actions que tu mets en place. Et du coup, ça va jouer un peu sur ça, les différences. Est-ce que tu parlais justement de personnes qui ont été influentes dans le gros, tu parlais de différents livres qui ont été presque fondateurs, je ne sais pas si le mot est trop fort ou pas, mais prescripteur peut-être. Ouais. Et qu'est-ce que c'est Lean Analytics? C'est un bouquin qui est sorti il y a un certain nombre d'années. Quelle place il a finalement dans le gros aujourd'hui? Typiquement, je le place moi au même statut que Hacking Growth de Sean Ellis et de Morgan Brown, si ce n'est même parfois plus important, parce qu'en gros, Lean Analytics, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre qui a été écrit par 2 personnes également, Benjamin Yoskovitch et Alistair Crowell. Et en fait, le livre parle beaucoup de comment tu peux identifier des bonnes données, des bonnes métriques, de différencier ça par rapport aux vanity metrics, les métriques qui n'ont pas forcément d'impact sur ton business. Ça t'aide aussi à avoir du coup d'adopter en fait on va dire une approche itérative et basée sur des expérimentations rapides, d'avoir une meilleure compréhension du parcours client, d'identifier justement quels vont être les leviers de croissance dans ton entreprise et comment on va justement expérimenter pour croître, et aussi de récolter de la bonne donnée, de savoir l'analyser, de savoir l'exploiter de manière quantitative mais aussi qualitative. Ça, c'est hyper important de ne pas l'oublier, quoi. Il y a une cohérence avec ce que tu dis avant, le rôle central de la donnée, mais comme tu dis, quali, quanti, peut-être juste, j'en profite pour un peu rebondir dessus, qu'est-ce que c'est que de la donnée quanti et quali? Alors, c'est très simple, la donnée quantitative, c'est de la donnée en général qui est très chiffrée, ça peut être des taux, ça peut être des nombres d'inscriptions, ça peut être tout ce que tu peux voir par exemple sur des outils comme Google Analytics, ce genre de choses. Disons quali, c'est pour le pourquoi, comment ça se passe de manière très tangible, qu'est-ce qui se passe en termes d'expérimentation. Tu vas aller par exemple demander à tes clients pourquoi il n'y a pas forcément de conversion sur cette page, quel est le service que tu aimerais voir sur cette page, ce genre de choses. Et le quanti, c'est vraiment tout ce qui va être lié à des faits, à des choses concrètes, des chiffres sur lesquels tu peux t'appuyer. En fait, l'un ne va pas sans l'autre, et je dirais même que le côté qualitatif est beaucoup plus important par moment que le côté quanti. Ouais, en fait, ça t'apporte le plus de valeur, quoi. Ouais, c'est ça, tu comprends un peu la raison pour laquelle ils ont fait ou pas une action, c'est ça? Ouais, clairement. On a déjà pu aborder pas mal de thématiques, tu parlais de l'importance de la donnée, etc. Et tu avais évoqué aussi à un moment la rétention. Je me mets à la place de ceux qui connaissent pas forcément le funnel art. Comment est-ce que tu le présenterais? Qu'est-ce que c'est en fait? Ok, en fait, le funnel art, en gros, ça a été démocratisé en fait par Dave McClure, qui est le fondateur de 500 Startups. Et en gros, comme il y avait plein d'entreprises qui passaient par son incubateur, il a en fait modélisé en fait une sorte de template pour évaluer la santé de chacune des entreprises qui passaient par son incubateur. Et du coup, quand on entend AARRR, faut comprendre que c'est l'ensemble du parcours client, que ça va de l'acquisition jusqu'à les revenus. Donc ça va être l'acquisition, l'activation, la rétention, le referral et enfin le revenu. Ok, ouais, donc il y a ce côté avec ce que tu disais au début finalement, de pas juste mesurer, je prends un exemple, mais le nombre de leads, mais en fait voir l'impact que ça va avoir sur l'ensemble du funnel, carrément. Et du coup, tu peux faire aussi pas mal de stratégies justement sur chacune des étapes. Typiquement, quand tu es en acquisition, forcément, tu veux acquérir des nouveaux utilisateurs. Donc, comment tu peux faire ça? Tu peux faire des campagnes de paid, tu peux faire du SEO, du content marketing. Tu peux aussi t'aider de partenaires parfois pour, faire des campagnes d'influence pour attirer de nouveaux utilisateurs. Pour ce qui est de l'activation, il faut comprendre que c'est une métrique liée au produit. Très généralement, en fait, l'activation, c'est là où tes utilisateurs comprennent si oui ou non il y a une valeur sur ton produit et comprendre vraiment le pourquoi, tirer un maximum de valeur de pourquoi ils utilisent ton produit ou ton service. Et par exemple, tu peux travailler des stratégies comme améliorer, l'onboarding client, travailler sur des messages personnalisés justement pour continuer d'activer tes utilisateurs. Pour ce qui est de la rétention, c'est le fait de retenir des clients, du coup, comme son nom l'indique. Comment tu fais ça? Tu peux travailler sur des offres de fidélité, par exemple. Tu peux travailler, comme je disais, sur des messages très personnalisés. Tu peux créer aussi
on va dire pas mal d'offres spéciales pour essayer de te faire revenir sur le produit, etc. De les garder un max. Et c'est ça. Et par rapport au referral, là, ça va être tout ce qui est lié à la viralité. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire des programmes de parrainage, tu peux inciter le partage sur tes applis, ce genre de choses. Et le revenu, c'est la monétisation. Donc, tout simplement, tu peux faire des ventes croisées, ventes incitatives. Tu peux travailler sur des offres promotionnelles sur un temps de durée limité. Enfin, voilà, tu peux faire ce genre de choses, quoi. Mais ouais, on voit que le champ d'action, il est hyper vaste et c'est pas juste entre guillemets, c'est déjà ça, mais c'est pas juste de l'acquisition client en fait. Non. Enfin, tu peux avoir plein de missions finalement en passant par ce funnel. Pour revenir un peu aussi à Lean Analytics et à des processus qui peuvent être utilisés de temps en temps, à quoi servent les gros sprints et comment est-ce que tu le présenterais à quelqu'un? Ok, alors pour ce qui est du gros sprint, en fait, c'est une période pendant laquelle en fait tes équipes grosses, elles vont expérimenter rapidement pendant une période donnée. Typiquement, ça peut durer de 2 semaines, ça peut avoir une durée de 2 semaines, ça peut aller jusqu'à 1 mois. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant cette période, les équipes, elles doivent être focus sur l'exécution. Si tu dois le décomposer, comment ça se passe? C'est assez standard, c'est-à-dire que dans un premier temps, tu vas avoir le sprint planning classique où du coup, tu vas aller un peu itérer, demander qu'est-ce que tu as envie d'améliorer comme métrique. C'est là où justement on va avoir une période d'idéation, de priorisation et derrière on va designer des fiches d'expérimentation en fonction des expérimentations que tu veux mener. Tu vas aussi désigner les personnes qui vont faire telle ou telle tâche et une fois que ce sprint planning est bien défini, ce qui va se passer c'est qu'en gros ça va être un peu le top départ pour le sprint. Pendant ces 2 semaines, par exemple, de sprint, ce qui va se passer, c'est que pour garder les gens à jour et motivés pendant cette période, tu auras des stand-up forcément de 5 à 10 minutes, donc stand-up des petites réunions de 5-10 minutes informelles où tu expliques un peu où tu en es dans ton expérimentation, les points bloquants, pour que par exemple le team leader qui gère un peu l'équipe puisse aussi t'aider à battre un peu les bloqueurs que tu pourrais avoir. Et juste pour rebondir, je me permets, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a des liens ou en tout cas des similarités avec les méthodes agiles, c'est ça? Carrément, c'est totalement inspiré de ça. Hein. Et du coup, pour finir un peu sur ça, à la fin, tu as aussi la période rétrospective. Donc, une fois que tu as fait ton sprint, c'est là où ce qui va se passer, c'est on va parler des résultats. Quelles sont les expérimentations qui ont réussi, quelles sont les expérimentations qui ont échoué. Pareil, de trouver toujours de la donnée quanti et quali de pourquoi ça marchait ou ça n'a pas marché, d'identifier tous les points bloquants, comme je le disais tout à l'heure, que tu aurais pu avoir pour justement documenter tout ça, faire en sorte que tes prochains sprints, du coup, se passent mieux et du coup d'être plus véloce pour tes prochains sprints, quoi. Ok, ouais. Et en fait, c'est dans une logique où tu testes finalement des hypothèses. C'est ça, c'est clairement ça. C'est un peu comme un chimiste ou un chercheur, quoi. À chaque fois, tu expérimentes, tu récoltes de la donnée, tu vois qu'est-ce qui s'est passé. Tu essaies de trouver la recette parfaite. Exactement. Donc, du coup, voilà, c'est un peu ça le gros sprint. Après, faut voir en fonction des entreprises, en termes de durée, tu vois, parce que, par exemple, moi, chez GrowStripe, c'était 3 semaines nos sprints parce que, du coup, comme la partie formation et coaching, ça prenait beaucoup de temps. Ça nous laissait très peu de temps pour l'expérimentation. Du coup, c'était sur 3 semaines. Mais en fonction des besoins des entreprises, de la bande passante, ça peut être 2 semaines, comme ça peut être 1 mois. Mais du coup, il faut bien comprendre que en 1 mois, c'est très difficile de garder les équipes motivées, de gérer, de prioriser les tâches. Alors que sur une courte période, les équipes, elles sont focus directement sur ça, quoi. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes à la moitié de l'épisode. Regardez la suite, car le meilleur est dans la seconde partie. Également, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à réserver vos places pour le Gros Event. Elles sont 100% gratuites, mais en quantité limitée. Du coup, donc, dans cette logique de sprint, tu vas faire des tests, mais est-ce que c'est normal si tu échoues, tu vois, comment tu sais que ton expérimentation, avant de la mener, tu peux difficilement être sûr à 100%, quoi, tu vois. Il faut savoir un truc, c'est que les échecs, c'est pas grave en grosse, parce que tu es là pour tirer un maximum d'apprentissage. Ce qu'on disait souvent chez GrowStripe, c'est qu'en fait, il faut essayer d'avoir une culture de l'échec. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas faire des expérimentations, tu vas forcément avoir des échecs, mais les échecs vont t'apprendre à mieux comprendre ton client. Et du coup, quand tu vas faire d'autres expérimentations et que par exemple tu vas avoir des wins, ça va un peu contrebalancer.
Okay. Du coup, si par exemple je te parle d'un cas concret avec Dropbox par exemple, quand ils ont lancé leur programme de parrainage qui a été l'un des plus exemples de grosses, les plus réussis. Typiquement, ils sont passés de 100 000 utilisateurs à 4 millions en l'espace de 15 mois. Oh. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, si tu partageais ton lien de parrainage avec un nouvel utilisateur, vous aviez de l'espace de stockage en plus. Okay. Typiquement, en gros, rien que de faire ce hack, tu vois, auparavant, ils ont pu faire des milliers d'expérimentations qui ont dû échouer, mais rien que d'avoir réussi ça, d'avoir ce win-là, ça a suppléé, en fait, ça a contrebalancé en fait tous les échecs qu'ils auraient pu avoir auparavant. Ouais. Donc, l'échec, c'est pas grave. L'idée, c'est vraiment de continuer à être plus véloce, de vraiment travailler sur ça, quoi. Quand tu travailles dans le gros, avec quel département tu vas être amené à interagir ? Aujourd'hui, les profils grosses sont amenés à interagir avec pas mal de départements, donc que ça soit le marketing, que ça soit les sales, que ça soit du coup la partie produit, dev, tech, etc. Et même data. Et en gros, comment ça va se passer ? C'est que par exemple, il peut aider les équipes marketing à mieux optimiser leurs canaux, travailler sur la performance de leur campagne. Donc ils peuvent les accompagner sur ce côté-là. Il peut accompagner la partie sales sur tout ce qui est funnel, tout ce qui est l'optimisation des taux de conversion, les cycles de vente, etc. Il peut aider l'équipe produit, par exemple travailler sur une meilleure expérience utilisateur, des meilleurs onboarding, ce genre de choses. Voilà, il est amené à interagir avec souvent tous les pôles. Est-ce qu'il y a une part pour l'intuition finalement dans le gros ? Tu vois, parce que du coup, tu commences à rentrer dans cet univers, on te dit, attends, tout est mesurable, etc. Toi, tu vois, quand tu vas mener des tests, est-ce que justement c'est important d'avoir une intuition ou est-ce qu'au contraire, il faut essayer de la repousser ? Non, moi je pense qu'il faut aussi utiliser son intuition. Si je dois te donner un exemple un peu bateau, mais typiquement, tu as une page d'atterrissage, une landing page, qui ne convertit pas. Tu vas avoir des impressions, mais ça ne convertit pas. Tu vas pas tout de suite aller regarder la data ou demander à tes clients. Tu peux aussi avoir des intuitions. Genre ça peut ne pas convertir parce que la proposition de valeur n'est pas claire, parce que peut-être le form est trop complexe, peut-être que la messagerie symétrique n'est pas respectée. Ouais. Donc déjà, tu as des intuitions. Derrière, tu vas aussi regarder dans la donnée forcément pour appuyer ton hypothèse. Et derrière, quand tu expérimentes, tu vas pouvoir potentiellement résoudre les problèmes de conversion. Tu vois, donc l'intuition, elle est quand même importante. Il faut vraiment garder ça. Après, voilà, c'est clair que ça se vérifie un peu aussi avec de la donnée, quoi. Comment, toi, les équipes grosses que tu as pu voir fonctionnent d'un point de vue organisation et structure? Je vois ce que tu veux dire. Ça dépend, encore une fois, comme tu disais, des structures. Il y a des équipes en général qui travaillent, parfois il y a des profils dans les entreprises grosses qui vont travailler seuls sur leur département, mais qui vont être, comme je disais, rattachés au marketing, ils vont travailler un peu au marketing, un peu avec les sales, etc. Et par exemple, quand tu as un peu plus de staff, que tu as un peu plus de personnes, de ressources, tu peux travailler en squad. Okay. Et là, en squad, une petite équipe de 3 à 5, tu peux aller travailler sur chacune des étapes du funnel. Par exemple, c'était Skyscanner, à l'époque, qui travaillait en fait en squad pour chacune des métriques du funnel. Donc, tu avais une équipe acquisition, activation, rétention, référés et revenus. Et après, elle référait toutes ces équipes-là à une équipe grosse générique. Et du coup, ça permettait de ce référencement, le fait de référer à cette équipe générique, de casser un peu les silos qu'il y aurait pu avoir entre les squads, quoi. Est-ce que toi, dans le gros, t'es plus ou moins spécialisé dans un domaine? Est-ce que tu as une verticale qui, aujourd'hui, en tout cas, pas forcément plus tard, mais qui aujourd'hui te parle plus qu'une autre? Là en ce moment, de base j'ai plus une spécialisation liée à l'acquisition et plus à l'inbound marketing, donc le fait de créer du contenu justement pour attirer pas mal d'utilisateurs. Là en ce moment je suis plus en train de me former sur une partie design, UX et outbound, parce que c'est des sujets qui m'intéressent tout autant, et du coup c'est vrai que j'aimerais aussi à terme travailler plus sur des métriques un peu plus bas de funnel, plus sur de l'activation, ça pourrait être cool. L'expérience client, etc. Ça peut être sympa. Tu as déjà une verticale dans laquelle, en tout cas, c'est là-dedans que tu es le plus expérimenté et tu essayes d'élargir un peu ton profil. Oui, c'est ça en fait. C'est un peu le principe du gros. On est des personnes un peu T-shape, donc formées en T, où tu vas avoir 2 ou 3 spécialisations. Puis après, normalement, tu es censé élargir ta palette de compétences. Pas forcément être un expert dans tout, mais pouvoir interagir et faire des choses dans pas mal de niveaux, quoi.
Est-ce que du coup, parmi les élèves que tu as eu à GrowTribe, tu as pu justement conseiller des personnes sur des cas pratiques dans lesquels ils étaient ou sur des stratégies qu'ils voulaient appliquer à leur entreprise? Ouais, carrément. C'était le but des coachings en fait, parce que du coup, à côté de l'aspect formation, très théorique, etc., les coachings servaient à travailler sur les problématiques que les apprenants avaient dans leurs entreprises. Okay. Donc, très souvent, c'était lié à de l'acquisition, de l'optimisation de conversion. Très souvent, c'était lié aussi à l'identification très basique de leurs personas et de comprendre quels sont leurs jobs to be done. Donc, pourquoi ces personas utilisent ton produit ou ton service plutôt qu'un autre. Oui. C'est ces sujets fondamentaux avec qui j'ai changé, avec quoi j'ai changé beaucoup avec les apprenants. Et c'était leur point bloquant en soi. Et est-ce qu'il y avait des erreurs qui revenaient souvent un peu chez justement les participants? C'est pas forcément une erreur, mais en fait c'était plutôt le réflexe. En gros, très souvent, les apprenants que j'ai pu avoir en coaching, ils avaient des soucis pour comprendre qu'est-ce qui ne convertissait pas sur leur page et pourquoi. Et du coup, le réflexe que je leur disais, c'est déjà, est-ce que tout simplement tu as pris ton téléphone ou tu as pris un Skype pour appeler ton client ou tes potentielles audiences et comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec ta page. Très souvent, ce n'était pas le cas. Ils avaient des outils d'analytique, mais comme je disais encore une fois, c'est que le côté quanti, c'est bien, mais le côté quali, c'est hyper important et ça te donne beaucoup plus d'apprentissage pour derrière expérimenter. Et très souvent, du coup, le réflexe à aborder, que je leur disais, c'est vraiment aller au-devant de vos clients, aller leur demander qu'est-ce qui ne va pas sur cette page, essayer de comprendre et derrière d'aller expérimenter. Donc c'était vraiment ces réflexes-là qui manquaient. Peut-être, là je vais aborder des questions pas faciles. Ouais. En vérité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Enfin, c'est plus avoir un peu ton avis à toi et se projeter un petit peu sur les prochaines années. Selon toi, justement, comment le growth va évoluer ces prochaines années? Quels vont être les éléments qui vont changer? Ok. Je dirais pas que j'ai la science en plus sur ce sujet. Mais aujourd'hui, on a déjà quand même pas mal d'indices et de prémices de ce qui va se passer. Aujourd'hui, pour moi, un professionnel du growth, s'il n'utilise pas d'outils d'intelligence artificielle, il va vite se retrouver à la ramasse. Pour moi, aujourd'hui, ça fait et ça va faire partie en fait d'une palette de compétences requises parce que ça va te permettre d'automatiser une partie, si ce n'est toute ta partie de ton travail. Enfin, pas toutes, mais voilà, une grande partie. Et derrière, en fait, ça va te dégager du temps pour travailler sur des sujets bien plus complexes, travailler, comme je le disais tout à l'heure, sur des métriques beaucoup plus bas de funnel, comme l'activation, rétention, la viralité. Je trouve aussi qu'il y a un autre truc qui va se passer. Après, c'est encore une fois, c'est ce que j'observe, c'est que il va y avoir une démocratisation encore plus du growth, de beaucoup plus d'élèves, vont sortir d'école, vont être très compétents et vont arriver sur le marché. Mais du coup, je pense que les tâches ou les compétences requises vont se complexifier. Pour le coup, ça va demander des compétences techniques encore plus poussées et ça va aller encore plus loin, quoi. Ouais, le côté tech qui est... Ça va prendre le dessus, je pense. Ouais, c'est hyper intéressant. On discutait justement avec d'autres invités et ils mettaient aussi en avant le côté tech, de te dire, ok, même si tu peux utiliser un outil, c'est quand même intéressant que tu comprennes comment ça marche, même si, pour aller plus loin. Est-ce que pour compléter, tu penses qu'il y a des compétences qui vont être indispensables à l'avenir? Ouais, comme je te disais, du coup, l'intelligence artificielle, on est déjà dedans et du coup, c'est un peu la mode. Je pense que la psychologie comportementale aussi va beaucoup aider. Ouais. Pourquoi? Parce que si tu t'intéresses pas forcément, si tu n'as pas ce réflexe de t'intéresser du coup à tes potentielles audiences, tes potentielles cibles, de comment elles se comportent vis-à-vis du marché, etc., ça va être de plus en plus complexe du coup d'acquérir ces nouveaux clients. Ouais. Tout le côté compréhension aussi, c'est ça. Comportement humain. Et jouer justement sur pas mal de leviers psychologiques pour justement les convaincre de convertir, quoi. Peut-être une dernière question pour finir cette grosse keynote. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans le growth? Qu'est-ce qui fait que là, c'est ça et c'est pas autre chose? Et qu'est-ce qui t'a séduit quand, même on en parlait pendant l'épisode de podcast, quand tu es rentré à GrowTribe, etc. Qu'est-ce qui a fait la différence? Typiquement, moi, ce que j'aime dans le growth, comme je le disais lors de notre précédent échange, c'était la pluridisciplinarité. Le fait qu'en fait, j'ai un peu ouvert une boîte de Pandore où tu as pas mal de choses à apprendre
Et ça n'en finit pas, et du coup, moi, comme je suis quelqu'un de très curieux, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. J'ai envie de monter en compétence sur plein de sujets. Du coup, ça fait que je suis hyper motivé à en apprendre tous les jours sur divers sujets. Et c'est ça qui me fait plaisir dans le gros. Et surtout, ce qui me fait aussi plaisir, c'est cet aspect communauté. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une forte communauté où on est dans le partage, on n'hésite pas à se solliciter et on n'hésite pas aussi à se rencontrer pour justement parler de l'écosystème, des dernières tendances et comment avancer chacun sur nos problématiques. Et ça, je trouve ça vraiment fort. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. Tu vois, juste pour rebondir, nous typiquement dans le cas du gros event, on a rencontré un peu moins d'une trentaine de personnes et à chaque fois on leur a juste envoyé un message et ils nous ont dit vas-y, je suis chaud quoi, tu vois, pour réagir un peu sur le côté communauté, entraide, etc. Et du coup pour finir là-dessus, un grand merci aussi à toi, Marvin. C'est gentil. Merci, c'était cool de participer à cet échange et cette expérience. On n'a pas l'habitude d'être devant les caméras. Il y a une première. C'est ça. Donc non, c'est cool. Merci en tout cas, Yanis. Avec grand plaisir. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voir le gros event si ça vous intéresse. Mais aussi, si vous l'avez pas écouté, l'épisode de podcast qu'on a tourné avec Marvin, justement, pour en savoir un peu plus sur qui t'es, quel a été ton parcours, ton expérience, quels ont été les moments clés, etc. Je trouve ça aussi hyper riche d'en apprendre plus sur les personnes. Bonne journée à ceux qui nous écoutent en se levant et pour finir, bonne soirée à tous les autres. Un grand merci d'avoir regardé cet épisode dans son intégralité. Au total, on a interviewé plus de 40 experts dans le gros, donc si tu as aimé, je t'invite à liker, mais également à t'abonner pour ne pas louper les prochaines interviews. Également, si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'inscrire au gros event. Les places sont 100% gratuites, mais en quantité limitée, donc faut en prendre dès maintenant si tu veux être sûr d'en avoir encore de disponibles. Et pour t'inscrire, rien de plus simple, tu tapes Gros Event sur Google, tu cliques sur le premier lien, tu rentres ton nom, prénom, adresse mail et le tour est joué, tu as réservé ta place pour l'édition 2024. En attendant, je te dis rendez-vous au prochain épisode. À très vite, à bientôt.